Cet après-midi, nous partons tout d'abord dans les Rocheuses, en compagnie d'Olivier. Donc, nous sommes partis au Mustang avec toi l'autre jour à la médiathèque Cabanis, qui était un beau pays. Et maintenant, on part dans les Rocheuses. Alors, cet épisode sur les Rocheuses fait partie d'une série que tu as faite qui s'appelle Le Monde vu du train. On avait passé il y a quelque temps déjà le train au Mexique, El Chepe. Et là, on part dans les Rocheuses, donc tu vas nous expliquer un petit peu. Est-ce que je vous présente Olivier? Tout le monde le connaît? Non, vous ne connaissez pas Olivier? Alors, si vous ne connaissez pas Olivier, on va s'asseoir parce que c'est un peu long. Donc, Olivier est un reporter de guerre, diplomate pour le... Aide-moi surtout. Voilà, ex-ambassadeur de l'ONU. Je suis écrivain surtout. Voilà, et surtout un écrivain qui a écrit plus de 35 livres, dont certains se trouvent en bas et qu'il pourra vous dédicacer. Nous, on te connaît pour tous les exploits que tu as faits, les beaux films que tu as faits et les très très beaux livres que tu as faits. Alors, explique-nous un petit peu le contexte de ce film dans les Rocheuses. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous et que vous soyez si nombreux en ce dimanche après-midi. Eh bien, voilà, donc moi j'ai une série à la télévision qui s'appelle Le Monde vu du train, qui m'a emmené en Afrique du Sud, en Inde, au Canada, au fin fond de l'Afrique, ou dans d'autres pays encore, Thaïlande, etc. Et l'idée, c'est de rencontrer des gens à travers le train, mais ça aurait pu être en taxi, à dos de chameau. Cela dit, le train, c'est passionnant parce que les gens prennent leur temps. Ils sont très fiers en plus de leur train. Je parlais de l'Inde, mais justement en Inde, vous ne pouvez pas vous imaginer comme ce pays du 1,3 milliard d'habitants, comme ce pays est fier de son réseau ferroviaire, même s'il vient de la colonisation britannique. Et bref, donc là, l'idée, c'était de retourner là où j'ai vécu lorsque j'étais étudiant, c'était aux États-Unis, et en partant de Denver, au Colorado, qui est une capitale d'un État américain assez élevé, on va partir sur 3000, 3500 mètres d'altitude, et on va redescendre en traversant plusieurs États, donc bien sûr le Colorado, l'Utah, le Nevada, et ensuite la Californie. On va arriver donc à San Francisco, puis on verra un petit peu d'ailleurs le Golden Gate Bridge. Et l'idée, donc, c'est évidemment de sortir du train, des stations, d'aller dans la montagne ou ailleurs, dans les petits villages. Et là, vous allez voir quand même justement des villages ou des paysages qu'on ne voit que par le train. C'est-à-dire quand on part de Denver pour monter vers ces montagnes, des Rocheuses, et puis après, progressivement, sur les plateaux du Nevada, de l'Utah et dans la Sierra Nevada de Californie, le train, parfois, ne traverse des endroits qu'on ne peut pas aborder par la route. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de piste, ou alors des petits sentiers. Donc voilà, ce sont des rencontres surtout formidables. Et puis on finit donc au pays de Jack London, qui est San Francisco. Donc évidemment, dans ces films, il y a toujours des références littéraires, parce que c'est mon métier. Et c'est ma passion aussi que non seulement nous faire partager des rencontres avec des gens formidables, qui sont des gens qu'on rencontrera peut-être qu'une seule fois dans sa vie, qui sont j'aime pas l'expression, mais j'en trouve pas d'autres, des gens de tous les jours. Et voilà, qui ont à chaque fois des histoires à raconter, alors que ce soit au Mexique, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit en Asie, etc. Donc là, c'est dans les Rocheuses, c'est une partie de l'Amérique qu'on découvre. Et puis il y a ce côté un peu, comment dirais-je, aller vers la nouvelle frontière qui est la mer, hein, qui a incarné bien sûr le rêve des pionniers américains et des cow-boys, et puis maintenant qui est représenté par cette Californie où on continue donc d'inventer encore des modes, de la high-tech, de la haute technologie avec les Silicon Valley et les GAFA en particulier, hein, tout ce qui est autour de San Francisco. Donc voilà, c'est un voyage de rencontres, de découvertes, mais de ce que j'aime avant tout. Et ce que j'essaye aussi avec vous, les amis de ce beau festival, de développer, c'est l'aventure humaine. Voilà, il n'y a pas d'aventure pour moi digne de ce nom si elle n'est pas humaine et dans la rencontre. Et nous en avons eu de l'aventure humaine cette fois-ci. Nous voilà revenus d'une promenade dans une partie de la Californie qu'on ne connaissait pas du tout. Les États-Unis, qui est assez extraordinaire, les Rocheuses, cette traversée assez sympathique dans ce train qui quand même, je pense que c'est pire que chez nous pour les retards. Est-ce qu'il est encore pris par des personnes qui voyagent normalement ou est-ce que c'est uniquement touristique ?
Oui, bah c'est une bonne question parce qu'en fait, le train n'est pas tellement utilisé. Bon, c'était utilisé évidemment pour la conquête de l'Ouest, ça servait aussi finalement de voie de communication pour les pionniers, mais aussi pour tout l'État américain qui s'est installé, l'État fédéral, au 19e siècle, puis pour la conquête de l'Ouest ensuite. Mais là, aujourd'hui, non. C'est plutôt, d'ailleurs, bizarrement, il y a un peu de tout. C'est là où c'est intéressant. C'est qu'on rencontre vraiment la société américaine dans toutes ses composantes. Et il y a aussi des gens assez pauvres. Alors, il n'y a plus des clandestins hobos, comme on disait au temps de Jack London. Quoique, il y a eu un reportage un jour là-dessus, mais on ne les voit pas parce que c'est totalement interdit. Mais il y a toutes les composantes de la société américaine. Et il y a des retards. Pourquoi? Parce que très souvent, enfin, là, en l'occurrence, pour le California Zephyr, qui s'étend sur des milliers de kilomètres, on peut même le prendre avec des correspondances depuis Chicago. Et c'est une voie unique. Donc la priorité, c'est les marchandises, comme le dit d'ailleurs l'un des intervenants dans le film, parce que c'est beaucoup plus intéressant financièrement pour là où les compagnies, là, en l'occurrence c'est Amtrak, que le prix du billet d'un passager. Donc voilà, donc le convoi passager n'a pas priorité, donc est toujours en retard. Et en même temps, il y a des touristes américains, il y a peu d'étrangers, très très peu. Il y a des touristes américains qui ne connaissent pas leur pays, c'est tellement grand, hein, tellement grand, ça fait plusieurs milliers de kilomètres de la côte est à la côte ouest, parce qu'ils découvrent à tout âge, un jeune et moins jeune, donc leur pays, et donc le train est une bonne occasion. Pour moi, c'était vraiment le prétexte, hein, cette série, Le Monde vu du train. Encore une fois, c'est la rencontre qui prime, et le moyen de transport, pour moi, idéal, avec la lenteur, parce qu'on prend son temps, c'est justement le chemin de fer. D'ailleurs, tu le dis bien, bon, ce qui prime, ce sont les rencontres, et là, on s'aperçoit que l'on se retrouve au niveau d'une culture américaine, mais vraiment authentique. Et comment est-ce que tu choisis les personnes que tu rencontres? Parce qu'il y a vraiment des gens comme des géologues, des historiens, et puis le chercheur d'or, là, avec un dentier magnifique. Oui, alors il y a beaucoup de rencontres donc à l'extérieur qui sont pas fortuites. Hein. Par exemple, le garde-côte, j'ai pris contact avec lui auparavant. Puis après, oui, le chercheur d'or, c'est assez drôle. Et encore, on doit couper parce que 52 minutes, c'est à la fois très long pour un documentaire et puis court parce que des rencontres, j'en fais plein. Et puis il faut choisir. Alors j'essaie de trouver à chaque fois un enseignant ou un historien, un artisan. Bon, là, en l'occurrence, c'est le sellier, celui qui fait les selles pour les rodéos et autres, hein, pour la collection. Donc voilà, j'essaie de représenter un petit peu un regard qui est forcément partiel et partial sur la société du pays que je traverse. Et puis par exemple, le jeune qui arrive pour monter dans l'État de Washington, qui n'est pas Washington DC, mais Washington au-dessus de la Californie et de l'Oregon, celui qui fait du yoga avec des chèvres, c'est assez drôle. C'est une rencontre fortuite comme ça, c'est vraiment... On appelle ça en live, c'est-à-dire, paf, on a la caméra, si on loupe la séquence, on l'aura plus. Et donc voilà, c'est des rencontres incroyables, magiques. On sait qu'on doit tout de suite filmer parce que ça ne va pas se reproduire. Et donc voilà, puis dans un documentaire, il y a ce qu'on appelle des séquences, c'est-à-dire que il faut quand même qu'on monte le début, l'interview, éventuellement des plans, puis la sortie de la séquence. Ça dure donc 5, 6, 7, 8 minutes. Donc ce qui fait que sur un 52 minutes, on peut pas en faire des dizaines non plus. Donc voilà, là il y a entre 7 et 10 personnages à chaque fois, mais au montage, c'est-à-dire quand vous revenez d'expédition, d'aventure, de tournage pour cette série, on est sur une table de montage et on s'enferme pendant 3 semaines ou un mois. Donc ça, c'est incroyable de se retrouver après le Grand Wild, la traversée un peu sauvage des Rocheuses, ou quand on est dans le bush en Afrique ou ailleurs au fin fond de l'Inde, de se retrouver dans un petit studio de salle de montage, et parce que c'est assez étroit. Et puis là, avec la monteuse, ce sont souvent des femmes qui ont beaucoup d'intelligence, parce que voilà, c'est pas évident de construire l'architecture d'un film. Et là, on pleure parce que tout d'un coup, on prend tel ou tel personnage, puis malheureusement, on met les rushs à la poubelle, parce qu'on ne peut pas tout mettre, évidemment, dans le montage. Je dis ça parce que, voilà, à chaque fois, on pourrait faire plein d'épisodes, tellement il y a des rencontres magiques. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Ou n'hésitez pas aussi sur la plateforme à poser des questions. On les retransmettra ici. Oui, monsieur. Alors là, c'est en février.
Je répète la question pour les gens qui sont en live. Le monsieur demande à quel mois le tournage a été fait. C'est en février-mars, parce qu'en fait j'ai enchaîné avec un autre tournage au fin fond du Mexique, dans différents États, dont l'État de Los Mochis, bien connu du cartel del Chapo, le cartel du Sinaloa, qui est responsable de 100 000 morts, donc c'était compliqué de tourner au Mexique. Donc on a enchaîné, et là c'est le début de ce double tournage, donc c'est au mois de février, donc il fait très froid. Quand on arrive à Truckee, l'état où il y a le chercheur d'or, on est à 3000 mètres d'altitude, donc on n'est pas très très loin donc de la frontière avec l'état du Nevada, et il y a des tempêtes de neige très souvent. D'ailleurs le train ne peut pas passer, vous avez des congères de plusieurs mètres, alors donc il faut amener la fraiseuse et c'est très très compliqué d'évacuer la neige, voilà, et le train patine, il y a quelquefois des crémaillères, c'est assez impressionnant encore aujourd'hui, ce train qui monte ou qui descend, qui dévale, de temps en temps il y a des accidents, mais ça vous donne des paysages d'hiver qui sont fantastiques, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non? Donc Olivier... Madame là-bas. Ah, pardon. Alors, quels sont vos prochains projets de voyage? Alors là, la série, je l'ai arrêtée parce qu'on a fait 26 documentaires. Donc j'en ai mentionné quelques-uns tout à l'heure, hein, et dont 2 en France. La traversée des Alpes depuis Nice, 0 mètre d'altitude, jusqu'à un glacier près de Chamonix à 3500 mètres. Et puis le deuxième, bon, c'est pas très très loin d'ici, c'est la traversée des Pyrénées, et à chaque fois avec plein de rencontres. Mais bon, les 24 autres étaient donc en Afrique, Moyen-Orient, Turquie. Alors la Suisse, c'est superbe à traverser en train, parce que vous avez des trains qui sont parmi les plus hauts d'Europe. Enfin, je crois même que c'est le train le plus haut d'Europe. On arrive à Gonnergrad sur un glacier à plus de 3000 mètres d'altitude avec une double crémaillère. Donc vous voyez, un double système d'enclenchement, parce que sinon le train redescend en marche arrière. Et dans chaque petit village, il y a une station. Donc voilà, c'est un moyen idéal que de découvrir la Suisse. Donc ça donne lieu là aussi à plein de rencontres avec quelqu'un qui fait du fromage, quelqu'un qui délivre par exemple des titres de noblesse. Alors vous devenez marquis de terre d'ailleurs, pardon, de délire d'encre. Vous devenez comte de la Beige, duc de Toulouse. Donc voilà, ils vous donnent ils ont le droit en Suisse juridiquement. Et c'était assez drôle parce que on se demandait quelle était la mécanique financière derrière. Donc voilà, à chaque fois, ce sont des épisodes comme ça. Et j'ai arrêté parce que c'est tout bête, mais d'ailleurs après ce tournage, on compare au Mexique et on échappe trois fois au cartel du Sinaloa, donc del Chapo Guzman, qui est incarcéré au Colorado d'ailleurs, dans la prison de Florence à vie. Vous savez, c'est celui qui s'était échappé d'une prison au Mexique en faisant creuser un tunnel d'1 kilomètre de long avec des petits rails dessus, une petite moto, et puis d'un coup, membres de son cartel ont surgi dans sa cellule de la prison par les toilettes. Bon, évidemment, les gardiens de la prison au Mexique ont été achetés. Il s'est fait attraper quelques mois après. Nous, on a échappé 3 fois au cartel. Et puis en rentrant, j'ai eu un grave accident de vélo sur une piste cyclable à Paris. Je n'y suis pour rien. J'ai eu quelques belles fractures avant de repartir en Himalaya. Mais voilà, je me suis dit, bon, on va changer un petit peu de grille. Puis là, pour répondre à votre question, le prochain projet, bon là, je fais un roman sur la guerre d'Espagne, et que je finis là, actuellement. Et puis après, bon, c'est un roman sur une reporter de guerre qui était la plus jeune photographe, la première, photographe ou photojournaliste à mourir sur un champ de bataille. Elle s'appelle Garda Taro, et c'était la compagne du fameux photographe Capa, qui a couvert la guerre d'Espagne, mais qui a aussi couvert le débarquement, qui a couvert quelques guerres, et qui, lui, a sauté sur une mine bien longtemps après, pendant la guerre d'Indochine. Et là, je repars soit le mois prochain, soit au mois de janvier au Tadjikistan, en Asie centrale, pour un autre projet. Donc voilà, puis pour revoir aussi quelques amis afghans de la résistance ici même. Merci encore Cathy, à tous les amis du festival et de l'association et du muséum, que d'avoir accueilli jeudi. Il y avait salle comble aussi ici même, cette soirée en solidarité avec des femmes afghanes, dont deux jeunes afghanes qui sont maintenant étudiantes à Toulouse, l'une en biologie, l'autre en langue étrangère, et c'était formidable. Et donc voilà, ça c'est la résistance civile.
Et puis il y a une petite résistance militaire, enfin, qui est symbolique, mais la résistance française, y compris dans les maquis pas très très loin d'ici, est elle aussi symbolique dans les années 40, 41, 42. Donc voilà. Et je vais les rejoindre dans quelques semaines, soit en décembre, soit en janvier. Merci. Merci à vous. Merci pour elles et pour eux. Et d'ailleurs, tu es encore en contact avec les deux jeunes Afghanes, pour ceux qui étaient là, les deux Afghanes qui étaient là et qui t'ont proposé des poèmes afghans. Oui, parce que moi, je m'enflamme pour des projets comme ça. Puis évidemment, j'ai été effondré quand les talibans sont arrivés au pouvoir, enfin revenus au pouvoir plutôt le dimanche 15 août dernier, donc il y a 3 mois et demi. Et voilà, c'était quand même écrit au niveau de la gestion de la guerre par les Américains que s'ils partaient, il n'y avait plus que 2500 hommes, eh bien le régime s'écroulerait. Moi, je devais être là-bas avec Ahmad Massoud. Ahmad Massoud, qui est le fils du commandant Massoud, qui a 32 ans. On avait un projet de film, et puis quand on a vu que les talibans arrivaient, on s'est dit on va faire autre chose. Mais voilà, parmi mes projets, il y a, totalement bénévole d'ailleurs, il y a un recueil de poésie afghane, écrit par des Afghanes et des Afghans. Donc 12 hommes, 12 femmes, souvent très très jeunes, soit à Kaboul ou cachés un peu partout en Afghanistan, soit en exil, Suède, Australie, Allemagne et France. Et puis, encore une fois, il faut que j'arrête de dire merci à Cathy et aux amis du festival. Grâce à ce débat, jeudi soir, donc l'une des deux, pour ceux d'entre vous qui étaient là, l'une des deux Afghanes toulousaines qui étaient présentes, donc Zoal m'a écrit cette nuit en me disant, je crois qu'elle va passer aujourd'hui d'ailleurs, en disant moi aussi j'écris des poèmes et puis j'aimerais collaborer. Voilà, donc je vais l'intégrer dans ce recueil de poésie afghane. Donc voilà, ça fait partie aussi de l'engagement, du combat, et je crois que la culture ou un peuple peuvent survivre aussi par voilà, cet engagement, ce devoir mémorial en quelque sorte, et ça me fait très plaisir que ce soit des très jeunes qui s'en emparent. Si on revenait un petit peu dans les Rocheuses, ce voyage, quel souvenir il t'a laissé? Quel est le moment le plus marquant? Bonne question. C'est peut-être l'expédition qu'on a fait. Le yoga avec les chèvres? Non, parce que j'ai pas eu le temps de descendre du train avec lui, mais ce n'est que petit remis, j'ai son adresse, c'est dans l'État de Washington, donc c'est assez loin, il faut encore rouler une vingtaine d'heures. Mais non, c'est peut-être la petite expédition qu'on a faite à cheval, on n'a pas tout filmé. Et puis voilà, des rencontres aussi à San Francisco, compris avec le garde-côte, parce que moi j'ai commencé avec des chèvres d'ailleurs ma vie, j'étais adolescent berger en haute montagne à 3 heures de marche d'un village dans les Alpes. Puis après j'ai eu la chance d'avoir des bourses pour pouvoir faire mes études, et j'ai fini à San Francisco. Et San Francisco, en même temps, je faisais un doctorat là-bas, c'était pour moi le Graal, parce que l'un de mes maîtres en littérature, il a travaillé beaucoup plus jeune que moi, il a commencé à travailler à 11 ans, il s'appelle Jack London. Il est mort il y a un siècle, il y a 105 ans, 1916, il est mort à 40 ans, au-dessus de San Francisco. Et puis, il a été garde-côte. Alors c'est assez bizarre parce qu'il était ouvrier à 11 ans, il gagnait $1 par jour de l'époque, donc $28 par mois, parce qu'il travaillait pratiquement tous les mois. Ça ne veut rien dire en euros constants d'aujourd'hui, mais quand il s'est mis à écrire des nouvelles, il gagnait $2000 pour une nouvelle écrite en 10 jours. Donc il gagnait ensuite en 10 jours ce qu'il gagnait en plusieurs dizaines d'années de salaire d'ouvrier. Et bref, à 15 ans, il devient pilleur d'huîtres dans la baie que vous voyez, qui est la baie de San Francisco, the Bay Harrier, comme on dit, l'aire de la baie. Et donc il pique les huîtres, parce qu'il y a toujours des élevages d'huîtres dans la baie pour les restaurants, etc. Ça consiste en quoi, piquer l'huître? De nuit, avec un petit voilier, il allait récolter des huîtres clandestinement qu'il revendait en cachette, etc. Puis à un moment, non, je croyais que c'était un... Pilleur. Pilleur. J'avais entendu piqueur. Pilleur, ou piqueur, il piquait des huîtres. Et puis à un moment, il y a un commissaire qui dit, bon, écoute, on t'a repéré, toi, t'as 15 ans, si tu conduis comme ça, piller des huîtres, tu vas passer ta vie en prison, sauf si tu travailles pour moi. Et du jour au lendemain, Jack London, qui allait avoir 16 ans, devient flic et dénonce les petits camarades. Donc c'est drôle parce que c'est un peu l'histoire avec le garde-côte qui nous accueille pour la dernière petite virée en bateau, d'ailleurs sous le Golden Gate Bridge, le fameux pont de la Porte Dorée,
qui n'existait pas au temps de Jack London, qui est très dur à passer derrière un voilier. Et donc voilà, c'est un peu un hommage à Jack London, voilà, que pour raconter sa vie. Oui, madame. Alors, madame dit que les trains sont très gros, très imposants, assez techniques, et en contrepartie, on sort le marchepied en plastique acheté au supermarché du coin. Ouais, parce que là, il n'y a pas de marche qui se déplie automatiquement, et donc effectivement, les trains sont très hauts, ben, aussi à cause de la neige en particulier. Donc voilà, donc il y a ce petit tabouret qu'à chaque fois le contrôleur met et enlève pour les passagers. Donc voilà, faut pas rater le tabouret, on va dire. Ouais, c'est ça. Ouais, donc voilà, c'est une garde qui est assez haute effectivement pour les trains des Rocheuses, à cause de la neige. Ouais. Monsieur ? Ouais, alors ça dépend. Monsieur demande si on peut trouver la série de reportages facilement. Alors, certains d'entre eux ont été diffusés dans pas mal de pays, hein, en Grèce, en Allemagne, en Espagne et au Portugal. Et en France, c'était diffusé par la chaîne Voyage, puis c'était repris par RMC Découverte et RMC tout court. Et voilà, mais je ne suis pas tellement au courant des diffusions, on le sait toujours au dernier moment. Il faut taper sur Google le monde vu du train, et puis on peut trouver effectivement des rediffusions de ces 26 documentaires. Il y en a eu 26 au total, donc soit le Maroc, la Tunisie, la Turquie aussi, intéressant à traverser en train, et même Istanbul, pour ceux qui connaissent, qui est une ville extraordinaire sur 2 continents, l'Europe et l'Asie. Et bien à un moment, mais là c'est pareil, c'est ce qu'on appelle le live en film. Je vais arriver un bateau, alors je crois que j'étais sur la rive asiatique d'Istanbul, et sur le bateau il y avait un train. Et en fait c'est pour la continuité du train qui arrive d'Europe et même de Berlin, qui va au fin fond de la Turquie, même avant, au temps de l'Empire ottoman, il y avait le BBB, c'était un train qui faisait Berlin, Budapest, Bagdad. Bon, évidemment, aujourd'hui, avec la guerre au Moyen-Orient, ça s'est arrêté, mais et on a pris exactement le train en sens inverse. On a dit au capitaine du bateau, bah, écoutez, on monte avec vous. Et puis on est allé sur le bateau pour finir notre traversée de l'autre côté avec le train, ce train-là en l'occurrence, qui était sur le bateau, qui nous emmenait sur la rive européenne d'Istanbul. Donc voilà, et ça repasse aussi, celui-là repasse régulièrement. Oui, une question. Alors, tu es allé à San Francisco pour Jack London. Est-ce que tu as fait des voyages pour d'autres écrivains, sur les traces d'autres écrivains? Oui, alors beaucoup, enfin, en documentaire d'une part, j'ai été sur les traces de quelques grands écrivains, y compris en Inde, avec les traces de Malraux et puis de Tagore en particulier, qui est un écrivain philosophe indien. Et puis voilà, bon, après j'ai écrit quelques biographies, j'en ai écrit 5. Mais je crois que j'en ferai pas une 6e parce que c'est d'abord il y a toujours une part de mystère dans la vie d'un écrivain. Donc il y a eu j'ai écrit la biographie de Jack London, celle de Joseph Conrad, qui était un grand écrivain aventurier, Joseph Kessel, Ella Maillard et Lucien Baudard. Et pour beaucoup d'entre eux, on les considère encore comme des écrivains de l'aventure. Et pour moi, ce sont souvent des écrivains du malentendu, parce que si on prend Jack London, par exemple, et Joseph Kessel, qui sont très connus, ils se sont davantage intéressés, pour moi, c'est une interprétation personnelle, à l'aventure intérieure, aux tourments, aux drames humains, mais aussi aux sentiments, aux passions, y compris amoureuses, qu'à l'aventure tout court. Donc le décor exotique, les ports des mers du Sud, les montagnes afghanes sont un prétexte. C'est le cas également pour donc Joseph Kessel, peut-être même pour Ella Maillard, qui est une femme qui a beaucoup écrit dans l'entre-deux-guerres, qui était d'origine suisse, qui est peut-être moins connue que les autres, mais voilà. Et puis quelques documentaires. Alors là, dans le monde du train, oui, il y a eu pas mal d'allusions au Maroc aussi, ou en Afrique du Sud, aux écrivains locaux, parce que c'est ma passion. Moi, je suis d'abord écrivain avant d'être réalisateur de documentaires. Donc, je voyage avec un sac. Il y a pratiquement pas de vêtements. Il y a beaucoup de bouquins dedans, parce que j'adore ça, quoi.
Peut-être une dernière question. Alors, madame demande si tu as un voyage à conseiller en Europe, en train. À conseiller en train, ouais. Je parlais de la Suisse tout à l'heure, c'est vraiment étonnant. C'est pas mal. Et puis, j'allais dire un pays dans un pays presque, qui est la Sicile, la grande île de la Sicile. En train, c'est extraordinaire parce que, par exemple, vous faites le tour de l'Etna, vous traversez même des champs volcaniques. De temps en temps, on voit d'ailleurs même des éruptions de l'Etna. Mais bon, il faut avoir beaucoup de chance ou de malchance, c'est selon. Mais en tout cas, la découverte de la Sicile à travers le train, c'est pas mal. C'est des belles rencontres, souvent des trains lents. Et puis, peut-être un troisième voyage aussi, parce que là, vous arrivez dans des fjords, c'est la Norvège. Donc, on parle d'Oslo. D'ailleurs, quand on a fait notre épisode Le monde du train, chaque fois, je change d'équipe. Hein. Pas souvent les mêmes cadreurs ou preneurs de son. À chaque fois, c'est très sympathique. On dort pas beaucoup. D'où mes petits yeux, là, vous voyez, au petit matin, quand je suis dans le train, parce qu'on dort dans le train, puis on parle la nuit. Enfin, voilà, c'est tellement excitant et passionnant. Mais on démarre à Oslo, qui est la capitale de la Norvège, pays de 10 millions d'habitants, avec donc 1 million, 1,5 million dans Oslo. Et là, c'est très drôle parce que vous prenez le train, qui est une sorte de grand métro, en partie souterrain, puis après à ciel ouvert, et on était avec des cadres, des employés qui sortaient de leur bureau et qui sortaient de leur bureau avec des skis pour aller skier dans la banlieue, mais sur les collines à 600 mètres d'altitude d'Oslo, en prenant le train. Donc, mais là, c'est à 3 stations, quoi. Et puis, ce sont des stations qui sont ouvertes jusqu'à 22 heures, donc éclairées, et qui redescendent par le train. Donc voilà, c'est ce genre d'anecdote. Et à chaque fois, ce sont des belles rencontres. Puis on a fini dans des fjords où il y avait, dans un fjord, une seule personne qui était donc un gardien de fjord pour tout l'hiver, qui hivernait donc dans ce fjord, hein, où il n'y avait personne, c'était le seul pour tout l'hiver, et lui avait été pêcheur de crabes en Alaska, donc il parlait très bien anglais, l'Alaska étant un État américain, et voilà, donc c'est ce genre de rencontre improbable qu'on fait. Puis, alors quelques-unes sont prévues, parce qu'on téléphone avant pour être sûr d'être accueilli, puis la plupart sont totalement improvisées, quoi. Donc voilà, partez en Norvège, en Sicile, et puis dans les Pyrénées, c'est pas mal, on a fait la traversée de Banyuls, donc Pyrénées-Orientales aux Pyrénées-Atlantiques, à Hendaye, en passant par le train jaune en particulier que tu connais, Cathy. Voilà, voilà. Bah, écoutez, bon vent, hein. Bon train. On me fait signe que le temps qui nous est imparti est terminé. Donc, il me reste à te remercier, Olivier. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.